Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast qui est un peu exceptionnel. C'est le premier épisode que j'ai nommé Parole de pro. C'est un épisode où je vais interviewer une professionnelle de la périnatalité pour parler de son domaine, d'un domaine qu'elle connaît bien, de prédilection. Et du coup, pour ce premier épisode, j'ai décidé d'inviter Alexia de Petite Framboise Périnatalité. Bonjour Alexia. Bonjour, merci de l'invitation, c'est sympa. Avec plaisir. Du coup, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se suit mutuellement sur Instagram et qu'on se discute dans nos petits messages privés. Et donc Alexia touche à beaucoup de domaines, mais particulièrement au sommeil des bébés. Vas-y, dis-nous un petit peu, fais une petite présentation, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, vas-y. Ok, alors moi donc c'est Alexia, j'habite sur Lyon, j'ai toujours habité sur Lyon pour le coup. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi maintenant. Et de base, je suis donc dans l'accompagnement périnatal depuis 2019, mais effectivement de manière plus globale, l'accompagnement à la grossesse, à la naissance, tout ça. Et c'est depuis 2021 seulement que je me suis donc spécialisée dans le sommeil de l'enfant, parce que je me suis rendu compte que c'était quand même un peu le nerf de la guerre, quoi. C'est vrai. Un postpartum surtout, donc c'était là où il y avait le plus de questions et où il y avait aussi beaucoup de désinformation, on va en reparler. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là. Oui, c'est vrai. Moi-même en tant que maman, c'est vraiment la question qui tue quand même le sommeil, j'avoue. Et oui, forcément. C'est ça. Du coup, en plus, c'est un sujet qui fait débat parce qu'il y a plein d'idées, il y a beaucoup d'idées reçues, on va en parler. Et puis, c'est souvent les premières questions qui sont posées en fait par l'entourage lors de la naissance d'un bébé. Après, il dort bien, il fait ses nuits, etc. Et ça, je trouve que ça met beaucoup de pression aux parents. Et du coup, aujourd'hui, je voulais en parler avec toi parce que je pense que ça se prépare d'accompagner son enfant dans le sommeil. Et puis, je pense qu'aussi, on se prépare, nous, à savoir décerner les bonnes informations, des mauvaises, etc. Du coup, je vais directement te lancer la première question, soyons folles. Selon toi, est-ce que justement, c'est important d'être renseigné sur le sommeil avant la naissance, quand on est enceinte, particulièrement par exemple, et si oui, pourquoi ? Alors, effectivement, ouais, c'est super important de s'informer sur le sommeil, ou en tout cas sur le rythme de sommeil et d'éveil de l'enfant avant la naissance surtout. Ouais. Déjà parce que c'est là où on a un peu plus de temps et on a un peu plus d'énergie pour pouvoir s'y consacrer. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de cours en maternité sur la préparation à l'accouchement. C'est vrai. Mais sur le postpartum, pas trop. Pour le coup, c'est quelques infos un petit peu sur le vécu de la maman, mais ça s'arrête un peu là. Alors que clairement, le sommeil de l'enfant, c'est la première problématique, suivie de près par l'alimentation, mais c'est quand même un sujet assez sensible. Et effectivement, d'avoir des infos avant l'arrivée de bébé, savoir ce qui est normal, de savoir ce qu'on peut attendre de notre bébé, ou ce qui peut être considéré comme anormal et potentiellement un petit peu inquiétant. En tout cas, ce qui va nous faire consulter, c'est super important, tout simplement pour pouvoir avoir des attentes réalistes. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, on se fait une idée du sommeil de l'enfant qui n'a strictement rien à voir avec la réalité. On a l'impression qu'un bébé, ça dort bien de partout, ça dort beaucoup, tout ça. Souvent, c'est vrai, mais parfois, ça peut être aussi plus périlleux. Il y a d'ailleurs des études australiennes et britanniques qui ont démontré que des parents qui avaient reçu des cours prénataux sur le sommeil de l'enfant avaient une diminution très importante du risque de dépression pendant le postpartum, et que les enfants avaient aussi plus rapidement une meilleure hygiène de sommeil,
le nombre de réveils nocturnes était sensiblement le même que des parents qui n'étaient pas spécialement informés, mais les parents étaient surtout beaucoup plus sereins par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Tu sais bien de comparer le nombre d'heures, enfin le nombre de réveils lors de la nuit avec des parents qui sont renseignés et des parents qui ne le sont pas, ou tout de suite, quand on ne l'est pas, on va plus vite s'inquiéter, se demander, comme tu dis, bah voilà, est-ce que mon enfant est normal? Est-ce que ce que je fais, c'est bien, etc. Et puis derrière, il y a la culpabilité, etc., qui va avec tout le reste du postpartum qui nous engouffre dans un espèce de cercle vicieux de la remise en question et puis de tester plein de trucs qui sont pas forcément cool. Ah oui. Donc ouais, moi en tout cas, en tant que maman, je sais que c'est quelque chose qui était important pour moi de me renseigner en amont. Et puis en plus, il y a tellement de choses qui se passent, surtout à propos, comme tu dis, du sommeil, de l'alimentation, de l'allaitement, etc. Il y a tellement d'informations que même en étant renseigné en amont, on a toujours de quoi apprendre de toute façon. Donc autant commencer assez tôt, effectivement. Du coup, ce qu'on va voir à la limite, c'est qu'on va, je vais te donner 4 fausses, enfin en tout cas 4 idées qu'on entend souvent, et tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est faux, ok ? Ok, ça marche. On fait comme ça. Alors, un bébé allaité dort moins qu'un bébé nourri au biberon. Vrai ou faux ? Alors, absolument faux. On commence fort. C'est ça. Alors, ouais, c'est clairement faux. Et là, il y a de nombreuses études maintenant qui l'ont démontré. La durée de sommeil entre un enfant allaité et un enfant nourri au lait artificiel, parce qu'au nourri au biberon, le lait maternel, ça ne changerait pas grand-chose, mais au lait artificiel, la durée de sommeil totale, on va dire la durée sur 24 heures, est sensiblement la même. Voire même certaines études démontrent que l'enfant allaité dormirait un petit peu plus que l'enfant au lait artificiel. Par contre, il est vrai que le sommeil d'un enfant allaité a un peu rien à voir avec le sommeil d'un enfant au lait artificiel, tout simplement parce que physiologiquement, même si c'est super d'avoir du lait artificiel et que ça c'est largement suffisant pour nos petits, c'est vrai que physiologiquement, c'est pas l'idéal absolu, on le sait quand même, et du coup, l'utilisation de lait artificiel va avoir un impact en fait sur la structure du sommeil de l'enfant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça rend le sommeil un peu plus profond. Donc souvent le sommeil de l'enfant allaité, il est un peu plus haché, un peu plus léger, tout simplement, et encore une fois c'est normal, c'est ce qu'il y a de plus physiologique, tout simplement parce que ce sommeil léger et ces tétées régulières sur la nuit, elles vont permettre à l'enfant en fait de s'assurer de sa sécurité, réguler son rythme cardiaque correctement, sa fréquence respiratoire, et va permettre aussi de maintenir une bonne lactation. Ça on oublie aussi parfois, les tétées nocturnes, elles sont pas là que pour nourrir bébé, elles sont là aussi pour plein d'autres choses. Oui, c'est vrai. Donc déjà là ça commence bien, on déculpabilise beaucoup de mamans déjà. Oui, c'est ça. La deuxième phrase, le laisser dormir en portage ou dans les bras, en tout cas contre ses parents, c'est lui donner de mauvaises habitudes. Vrai ou faux ? Absolument faux. Merci. Pour le coup, non, ça rend un peu foufou, mais non, ça, il y a absolument pas de souci pour faire dormir son bébé en portage, en poussette, en voiture, ou faire ce qu'on appelle des siestes en contact, de dormir avec bébé, tout simplement. Ouais. Encore plus si ça permet aux parents de se reposer, ça c'est vraiment l'idéal. Encore une fois, les siestes en contact, le portage, tout ça, ça va permettre de répondre à un des besoins fondamentaux de l'enfant, qui est le besoin de proximité. D'accord ? Un enfant, ça a besoin d'être en contact avec son parent, ça a besoin de le sentir, de le toucher. Et plus on répond à ce besoin de sécurisation de l'enfant, plus il va pouvoir lâcher prise et s'endormir facilement. Mais surtout, ça va permettre aussi de construire un lien, ce qu'on appelle un lien d'attachement sécure, avec un enfant qui va être tout à fait en confiance et sécurisé. Donc c'est absolument pas une mauvaise habitude, et encore une fois, répondre à n'importe quel besoin de son enfant ne sera absolument jamais une mauvaise habitude, donc on peut y aller, on peut se faire plaisir, tant que c'est ok pour nous, il n'y a aucun souci. Que l'enfant ait 1 an, 3 ans, 2 mois, oui, c'est ça. C'est ça, il faut que ce soit ok des deux côtés, c'est-à-dire qu'on va pas aller embêter un bébé qui dort bien, et si on va pas non plus, nous, subir ça, s'il y a des moments où on a envie d'être tranquille, mais il n'y a pas de contre-indication, on va dire. Non, absolument pas. À condition, évidemment, de le faire en sécurité. On s'entend. C'est ça. Alors, la troisième, du coup, créer un rituel au coucher. Est-ce que c'est vraiment bénéfique au sommeil de son bébé ?
Eh ben oui, plutôt. Ouais. Tout ce qui est mise en place de routine, mise en place de rituels, ça va en fait permettre aux enfants d'anticiper ce qui va se passer. Et quand on anticipe, quand on sait un petit peu ce qui va se passer dans notre journée, ça nous sécurise. Donc, encore une fois, ça répond à ce besoin de sécurisation. Mais encore une fois, le rituel, il n'y a pas besoin de faire ça dès la naissance, Oui. d'accord, ça aurait pas grand intérêt, même si on peut effectivement, pourquoi pas, proposer un rituel dès la naissance. Mais ça devient intéressant, on le reverra un peu plus tard, plutôt pour les enfants un peu plus grands, vers 3, 4, 5 mois. Là, même les enfants en fait peuvent être en demande d'un peu plus de régularité, un peu plus de rituel. Et puis encore une fois, le rituel, il n'y a pas besoin d'être très strict. Donc le rituel, c'est vraiment quelque chose une succession d'étapes qu'on va toujours faire de la même façon. Changer la couche, fermer les volets, bercer bébé, le mettre au sein pour qu'il s'endorme, c'est un rituel. Donc dans l'idéal, si ça fonctionne pour nous, on peut effectivement le faire régulièrement aux siestes pour favoriser les endormissements. Mais papa peut avoir un rituel différent de maman. Le rituel de la sieste peut être différent de celui du soir. Et encore une fois, surtout la première année de vie, ce rituel, il évolue très souvent. Donc ce qui fonctionne le lundi peut ne plus du tout fonctionner le mercredi. C'est une adaptation perpétuelle. Ce que tu dis, c'est que ça n'a pas besoin d'être complexe, en fait. Je veux dire, c'est pas à 19h08 pile, il faut lire telle histoire de tel livre, voilà. Pas. On est... Plus on est trop strict sur les horaires, déjà, moins on s'adapte à l'enfant, donc moins c'est bénéfique. Et en plus de ça, quand il y a trop d'étapes à ce rituel, ça peut justement en fait être trop long, trop lourd pour bébé, trop le stimuler parfois. Et on risque en fait de rater le train du dodo et de rater l'endormissement parce qu'on a fait 3 fois le tour de la maison, qu'on a lu une histoire alors que le bébé a 4 mois et qu'il voit pas à plus de 10 cm. Donc vraiment, il faut vraiment que ça soit adapté aussi évidemment, à l'âge de bébé. Ok. Alors, dernière idée, en tout cas qu'on entend souvent, laisser son bébé pleurer ne lui apprend pas à dormir de façon autonome. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il faut laisser son bébé pleurer pour qu'il apprenne à dormir seul ? Ah, pour le coup, évidemment, je pense que les gens le savent de plus en plus, mais non, c'est absolument faux. Ouais, ça c'était bien dans les années 30, mais maintenant, ça fonctionne plus trop comme ça. Donc non, évidemment, laisser un bébé pleurer, ça ne lui apprend absolument pas à dormir. D'ailleurs, on ne peut apprendre à personne à dormir, tout simplement parce que le sommeil, il faut le rappeler, c'est pas un apprentissage, on n'apprend pas à dormir, c'est une acquisition, comme la continence, comme le fait de manger tout seul, comme le fait de marcher. Évidemment, on peut pas attendre d'un enfant de 2 mois qui mette ses chaussures tout seul et qu'il aille chez la nounou tout seul, ça va être compliqué. Donc on peut pas attendre d'un enfant de 2 mois qui ne se réveille pas la nuit et qui n'ait pas besoin de nous. C'est absolument pas réaliste. Donc non, laisser un bébé pleurer, ça n'a rien de bénéfique, d'accord, ça ne va pas améliorer la qualité de son sommeil. Par contre, ça va lui apprendre une chose à ce bébé, ça va lui apprendre que quand il en a besoin, nous, son parent, son point de repère, on n'est pas là pour répondre à ce besoin-là. Donc on lui apprend en fait tout simplement à ne pas extérioriser ses besoins, mais on lui apprend pas à dormir. Tout simplement parce qu'on peut pas. Et de toute façon, le bébé, il sait déjà dormir dans le ventre de sa maman. Donc, encore une fois, ça n'a pas grand sens de dire qu'il faudrait lui apprendre à dormir, alors que il sait déjà faire depuis bien longtemps, quoi. Ouais. En gros, ne pas répondre à ces pleurs-là, ce serait au contraire, justement, lui apprendre à ce qu'il essaye de se débrouiller tout seul et qu'il ne peut pas nous faire confiance en tant que parent pour venir le mettre en sécurité. Ouais. Mais c'est surtout qu'un enfant, si en plus on fait ça très jeune, un enfant n'a pas du tout la capacité de réguler ses émotions tout seul. Non, donc en fait, c'est juste mettre en difficulté son enfant. Et souvent, on entend parfois « Ah, mais il faut le laisser pleurer. Moi, j'ai une cousine qui a fait ça. » Et en 2-3 jours, son bébé, il dormait toute la nuit. Avec des très grosses guillemets. Déjà, il ne dormait pas toute la nuit, parce que sinon, ça serait très inquiétant. Mais en tout cas, il n'appelait pas de la nuit. Ouais. Donc ça, c'est pas quelque chose qui doit être vu de manière positive, tout simplement parce que biologiquement plutôt, c'est pas du tout intéressant pour l'enfant, parce que ces rappels, encore une fois, sont très importants pour se nourrir, pour se sécuriser, pour créer du lien aussi. Créer du lien avec son parent, ça s'arrête pas à 19h et ça recommence pas à 7h du matin. C'est vraiment sur 24 heures. Donc c'est normal. Et encore une fois, ces enfants, effectivement, parfois, quand on utilise donc ce qu'on appelle des méthodes d'entraînement au sommeil, on a des enfants qui, assez rapidement, c'est vrai, ne rappellent pas de la nuit. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de positif. Tout simplement parce que ça va venir déjà abîmer le lien d'attachement et le lien de confiance qu'a le bébé
envers ses parents. Et surtout, ça ne permet pas de répondre à ses besoins. Je pense par exemple à certaines mamans allaitantes à qui on a conseillé, après par exemple 5 mois ou lorsqu'un bébé faisait plus de 6 kilos, il a plus besoin de manger la nuit, tu ne devras plus lui donner le sein, tout ça, tu devrais le laisser pleurer. Elles l'ont fait à contre-cœur déjà, parce que c'est ultra difficile. Et en plus de ça, très rapidement, en fait, il y a un sevrage de l'allaitement qui s'est induit. Alors que c'était pas forcément la volonté des mamans, tout simplement parce que du coup, il n'y avait pas assez de tétées nocturnes. Donc voilà, c'est un peu le cercle vicieux aussi. Ouais, c'est ça. Alors déjà, ce que tu viens de dire, ça va, encore une fois, ça va vraiment déculpabiliser plus d'un parent parce que... Et puis ça va aussi permettre de retrouver de la sérénité parce qu'on se dit, en fait, voilà, il y a des choses dans notre société, on trouve pas forcément normal qu'un bébé se réveille, qu'un bébé ne fasse pas ses nuits. Alors ça, c'est... Voilà. Alors que, voilà, tout ce que tu viens déjà de nous expliquer, c'est que c'est normal, c'est physiologique, et que si on répond à notre bébé, en fait, juste on est des personnes normales qui donnons de la sécurité à notre enfant. Et justement, du coup, je t'ai entendu parler de méthodes d'entraînement au sommeil. Je voulais qu'on fasse un petit point là-dessus. Parce qu'encore une fois, on voit pas mal de choses passer sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et en tant que maman, moi-même, on m'a souvent proposé la fameuse méthode des 5. Alors du coup, ce que je voulais, c'est que tu nous expliques comment on reconnaît une méthode d'entraînement au sommeil et qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que professionnelle. Ok, alors une méthode d'entraînement au sommeil, en fait, c'est des actions volontaires du parent qui vont en fait permettre à l'enfant de s'endormir sans assistance. Donc c'est tout simplement, on met l'enfant dans sa chambre, dans son lit, on sort, et puis elle viendra qui pourra, on le laisse pleurer. Alors parfois c'est quelques secondes, quelques minutes, quelques heures en fonction de la méthode, pour soi-disant donc lui apprendre à s'endormir seul et à dormir seul. Encore une fois, comme on l'a vu, donc apprendre à dormir, à s'endormir seul, ça n'a absolument aucun sens. Ça ne veut pas dire grand-chose, et puis encore moins pour les enfants. Mais en fait, pour reconnaître, on va dire, un professionnel, donc que ce soit un professionnel de santé ou une personne sur les réseaux sociaux qui fait des méthodes d'entraînement au sommeil, en fait, le discours est souvent le même. Ça va, en fait, voir de manière très négative la dépendance, en fait, normale de l'enfant. Souvent ces gens-là ils disent là votre enfant il s'endort de manière dépendante, c'est pas bien, il doit s'endormir de manière autonome, tout ça, sans prendre en compte que en fait cette dépendance du bébé elle est absolument vitale et fondamentale. Faut bien comprendre que nos bébés on reste des mammifères et le bébé humain c'est le mammifère qui vient au monde avec le plus grand stade de prématurité. On appelle ça la néoténie. Et effectivement, il a besoin évidemment d'un adulte, ou de plusieurs d'ailleurs, dans l'idéal, pour pouvoir s'occuper de lui. Et cette dépendance, elle est tout à fait normale, d'accord ? Et c'est quelque chose de plutôt positif, parce que c'est à travers cette dépendance qu'il va pouvoir devenir un peu plus autonome. Voilà, tout simplement. Donc souvent, effectivement, quand on parle de méthode d'entraînement au sommeil, ça va souvent venir mettre en cause la proximité que le parent a avec son bébé. Ah, mais vous faites du cododo, c'est pour ça. Ah, mais vous dormez avec bébé dans le lit, c'est pour ça qu'il s'endort mal. Ah, mais tu fais encore du portage alors qu'il y a 3 mois. Ouh là là, attention, il va jamais être autonome. Et puis aussi, ça peut mettre aussi en cause l'alimentation. Alors là, je pense plutôt aux mamans allaitantes, où on va leur dire « Ah, mais c'est parce que tu l'allaites ou que tu l'endors au sein qu'il dort mal. » Alors que ça n'a strictement rien à voir. Et souvent, en fait, ces gens-là, c'est carrément dangereux, en fait, parce qu'ils vont passer souvent à côté de quelque chose. Soit à côté d'un trouble du sommeil, soit à côté d'une pathologie, un reflux, une apnée du sommeil, parce qu'en fait, ils sont incapables de voir ces signaux-là. Et on va se retrouver aussi avec des parents qui vont parfois laisser pleurer leur bébé longtemps. Ça peut être aussi dangereux de laisser pleurer un bébé longtemps. On a des enfants qui peuvent faire des malaises graves du nourrisson parce qu'ils s'étouffent, tout simplement à force de pleurer. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment pas recommandé. Mais malheureusement, toutes ces méthodes-là, en fait, ça date des années à l'époque où les enfants avaient quand même très peu de droits. Que c'était, voilà, ils devaient être un peu soumis à l'adulte, ils devaient beaucoup travailler, ils devaient se taire, tout ça. Une sale époque pour les enfants. Et du coup, en fait, ça vient de là et ça perdure, en fait, quand même. Il y a beaucoup de désinformation sur les réseaux. Il y a vraiment des lobbies assez importants de ce côté-là et forcément,
quand ça fait 50 ans qu'on dit à nos parents, à nos grands-parents qu'il faut les laisser pleurer, c'est naturel que on conseille à nos propres enfants, tu devrais peut-être essayer de le laisser pleurer, moi c'est ce qu'on m'a conseillé. Voilà, donc il y a aussi ces conseils de génération en génération qui perdurent et ça a un petit peu de mal à changer. Beaucoup de professionnels de santé aussi ne sont tout simplement pas formés au sommeil de l'enfant. On pense souvent que le pédiatre, tout simplement, est formé à ça. Alors qu'un pédiatre, c'est formé donc évidemment à la globalité d'un enfant et surtout au côté médical de l'enfant, mais ce n'est absolument pas formé ni à l'allaitement maternel, ni à la diversification alimentaire, ni au sommeil de l'enfant, ni au développement normal psychologique d'un enfant d'ailleurs, ou très vaguement, ou alors avec les cours des années 50, encore une fois. Donc, donc c'est important aussi de pouvoir, effectivement, pourquoi pas en parler au pédiatre en premier lieu, c'est quand même important, mais si on ne se sent pas écouté, jugé, ou qu'on sent que les conseils donnés ne sont pas OK, de rechercher alors un professionnel du sommeil de l'enfant formé. Encore une fois, c'est pas toujours évident de trouver une personne qui a des vraies bonnes formations, mais il y a des professionnels qui existent pour accompagner. Il faut surtout pas avoir peur de consulter et peut-être pas attendre d'être tout à fait épuisé au bout du rouleau, parce que c'est, encore une fois, accompagner son enfant de manière respectueuse, bienveillante, ça se fait pas en 2-3 jours, ça se fait en quelques semaines, quelques mois, et si on est déjà au bout du rouleau quand on consulte, ça peut vite être un peu périlleux. Je rebondis par rapport à ce qu'on a dit au début, d'où l'intérêt de se préparer pendant la grossesse pour pas être trop surpris une fois que ça arrive, quoi. Du coup, c'est ce que de trouver des professionnels qui sont adaptés pour nous accompagner et aussi essayer de se faire confiance en se disant ce que le pédiatre il m'a dit, ça me dérange au fond de moi. Arrêter par exemple l'allaitement pour que mon bébé dorme la nuit, ça me dérange. Le voir, il y a des choses que des fois on va pas trouver normal qu'on nous les dise et puis on se dit oui mais bon c'est le pédiatre qui nous l'a dit ou alors c'est ma mère qui me l'a dit, elle a élevé 3 enfants, je ne sais pas. Moi je me mets aussi, j'ai personnellement vécu ce genre de réflexion. Arrête de le porter, arrête de l'allaiter, c'est de la faute de tout ça, arrête le cododo. Je pense qu'on l'entend tous et du coup le message à faire passer aussi c'est aux parents de se faire confiance et de se dire s'il y a une phrase qui nous dérange, s'il y a quelque chose qui nous dérange, il faut se faire confiance et se dire c'est que ça c'est pas adapté à nous, peut-être que les méthodes d'entraînement ça va plaire à d'autres parents, tant mieux pour eux, mais si nous ça nous dérange, on va trouver quelqu'un d'autre. C'est pareil quand on cherche un professionnel de santé, avant on va se renseigner un peu sur les méthodes qui l'utilisent, sur les formations qu'il a et on va se dire peut-être que ce professionnel il est peut-être pas tout à fait adapté à mes valeurs, à mon ressenti et la confiance là-dessus en tant que parent elle est vraiment très importante et je pense comme tu le dis encore une fois ça se travaille dès la grossesse même avant et se dire c'est mon enfant, c'est mes choix, j'ai mes valeurs, ça c'est des choses sur lesquelles faut pas déroger quoi. Surtout qu'il faut pas oublier que pendant le postpartum on est quand même dans une période de forte vulnérabilité. Exact. Et on peut à la fois, donc, même si on était sûr de soi avant, être par la fatigue et par la force des choses, douter un petit peu de nous. Donc, on a besoin, en fait, plutôt de gens qui vont nous conforter, nous réconforter et nous accompagner vers ce qu'on voulait mettre en place. Et si, en fait, on sent que le discours, il nous culpabilise, déjà. Oui. Que ça soit même sur les réseaux sociaux. Si vous suivez un professionnel et que régulièrement ces posts vous vous dites « Oh mince, j'ai l'impression de faire mal. Oh non, je donne des mauvaises habitudes à mon bébé. » Fuyez. Faut se désabonner tout de suite parce que ça sent pas bon. Donc faut vraiment que ça puisse résonner en vous. Et puis, pour trouver un professionnel, c'est un peu au feeling aussi, quoi. On a tous, des fois, on va voir l'ostéo, finalement, le feeling n'était pas dingue, ça nous a pas débloqué tant que ça, on va peut-être aller, on va peut-être pas y retourner. C'est clair. C'est pareil avec tous les autres professionnels. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut se faire confiance et puis s'entourer de bonnes personnes dès le début, même si c'est pas forcément des professionnels de santé, des personnes autour de nous qui, si on a toujours une personne qui dès notre grossesse est toujours négative ou qui essaie toujours de donner des conseils qui sont pas appropriés à nos propres valeurs, on va pas se dire du jour au lendemain elle va donner des bons conseils sur le sommeil du bébé de cette personne-là. Non. Donc à la limite c'est typiquement le genre de personne. Moi je conseille toujours durant le postpartum de se créer un village.
enfin en tout cas durant la grossesse pour le postpartum, de se créer un village, des personnes autour de nous qui sont pas forcément proches physiquement, mais en tout cas qui se rapprochent de nous, de nos valeurs, etc. Et qu'on sait que ces personnes-là vont nous conseiller des bonnes choses, si on leur demande conseil, simplement parfois juste nous écouter, parce que des fois c'est juste suffisant. Et puis des fois aussi ce genre de personnes, elles ont des bons professionnels de santé à se dire attends, j'ai vu cette personne là, franchement je pense qu'elle est top, elle correspondrait peut-être à ce que tu veux, et là déjà voilà. Donc c'est vraiment c'est tout un quelque chose qui se met en place de façon voilà, rester dans la positivité et la confiance et aligné avec nos valeurs. Du coup, on s'adresse principalement quand même à des futurs ou des jeunes parents. Alors, on va aller dans le peut-être un tout petit peu plus concret, même si j'ai trouvé ça déjà super concret. Je bois tes paroles. Même si ma fille a 3 ans et demi du coup. Mais je pense que c'est valable tout le temps. Est-ce que tu pourrais donner un début de réponse concernant le rythme ou non-rythme en tout cas, d'un bébé de 0 à 3 mois, quelles sont les étapes clés, vraiment, les choses qu'on peut déjà concrètement mettre en place à cet âge-là? Ok. Alors, sur la période de 0 à 3 mois, il faut bien comprendre que l'enfant, il va avoir un rythme de sommeil, une structure de sommeil qui n'a strictement rien à voir avec ce que nous, on connaît en tant qu'adultes ou ce qu'on peut voir avec des enfants plus grands. D'accord, c'est pas du tout vraiment la même structure de sommeil, ça n'a vraiment rien à voir. Et d'ailleurs, un enfant qui dort très bien à 2 mois dormira peut-être pas très bien à 6 mois. C'est ça. C'est pas très linéaire là-dessus aussi. Donc vraiment, déjà, faut comprendre que entre 0 et 3 mois, un enfant, il n'a pas de rythme d'éveil et de sommeil. Donc il n'y a pas de temps de sieste, il n'y a pas de temps de sommeil nocturne et il n'y a pas de temps d'éveil. Voilà, c'est vraiment, il va évoluer sur ce qu'on appelle un rythme ultradien. Donc il n'est absolument pas comme un rythme circadien sur 24 heures que nous on connaît en tant qu'adultes. Le rythme ultradien de l'enfant, c'est plutôt un rythme sur entre 2 et 4 heures. Et en fait, c'est tout simplement une succession. Je suis éveillée, je dors. Je suis éveillée, je dors. Voilà. Et ça sur toute la journée, tout le temps, la nuit et le jour, voilà. Donc il n'y a pas de rythme à attendre. Ça, on va le voir, ça se met en place tout progressivement après, mais c'est encore une fois tout à fait naturel. Même s'il y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour l'aider, ce rythme à se mettre en place. Donc entre 0 à 3 mois, l'idéal, c'est, si on en a la possibilité, que l'alimentation et le sommeil soient à la demande. Que ce soit au biberon ou à un enfant allaité, pour le coup, voilà, c'est la même chose, c'est à la demande. Et puis le sommeil, voilà, il faut vraiment essayer de se caler sur le rythme de l'enfant. D'accord, on oublie quelques temps, promis ça revient, les nuits complètes et voilà, c'est ça. Tout simplement parce que notre bébé, il n'a absolument pas la capacité, sauf rare exception, de dormir la nuit sans manger, déjà parce que sa glycémie est pas du tout régulée comme un enfant plus grand. Et puis encore une fois, il a besoin de dormir par petites périodes, tout simplement pour encore une fois s'assurer de sa sécurité, parce que votre bébé, il n'a absolument aucune conscience de l'environnement dans lequel il évolue. Il a absolument pas conscience que le lit dans lequel vous essayez autant que possible de le déposer est safe et sûr. Pour lui, s'il est déposé loin de vous, il est forcément en danger. D'accord, il va se mettre en état de vigilance, c'est tout à fait normal. Donc entre 0 à 3 mois, un enfant, pour s'apaiser, donc s'endormir, lâcher prise plus facilement, il a besoin de retrouver ce qu'on appelle les conditions in utero. La chaleur, les bercements, la proximité, les bruits blancs aussi, ça peut aider. Il peut s'endormir alors qu'il y a du bruit, alors que vous êtes en plein milieu du salon. Généralement, ça pose pas souci. Pas tout de suite, en tout cas. Parce que vraiment, entre 0 à 3 mois, voilà, ils ont besoin vraiment de retrouver un peu l'environnement qu'ils avaient dans le ventre de leur maman. Donc c'est tout à fait normal qu'un enfant de cet âge-là dorme uniquement sur l'un de ses parents et ait beaucoup de mal à accepter le fait d'être déposé, tout simplement parce que c'est pas sécuritaire pour lui. Même si on le pose dans un berceau cododo très joli et très sécuritaire, pour lui en tout cas... Aux normes et tout, mais non. C'est ça, mais pour lui, non, c'est pas trop son truc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et si on peut répondre à ce besoin de proximité avec le portage, avec le fait de rester au lit le plus possible avec son bébé, de vraiment de ralentir, de lâcher prise sur les tâches ménagères, tout ça, mieux ça se passe pour tout le monde et mieux on se sent et mieux on récupère aussi en tant que maman parce que c'est pas évident aussi. Donc là, la première chose, c'est effectivement le rythme d'un enfant de 0 à 3 mois, il y en a pas, c'est très anarchique. Donc il peut avoir des phases d'éveil de moins d'1 heure et dormir beaucoup.
Comme le lendemain, rester éveillé pendant 8 heures. Là, souvent, les parents, ils s'affolent en se disant « Oh là là, mon bébé va mourir du manque de sommeil ». Non. Évidemment, s'il pleure beaucoup, s'il y a d'autres signes qu'il mange mal, on s'inquiète, on peut en discuter, mais en tout cas, c'est tout à fait normal qu'un enfant de cet âge-là n'ait pas de rythme. Et le rythme, il va se mettre en place tout progressivement lorsque l'enfant va en fait abandonner ce rythme ultradien de sommeil pour mettre en place ce qu'on appelle le rythme circadien sur 24 heures à peu près. Le rythme qu'on connaît, quoi. C'est ça, avec des temps de sieste en journée, du sommeil nocturne la nuit, normalement, et des temps d'éveil qui vont tout progressivement se définir. Mais ce rythme circadien, ça se met pas du jour au lendemain en place, hein, évidemment. C'est une évolution qui est vraiment très progressive et qui va commencer à vraiment se mettre en place entre 2 et 6 mois, de manière vraiment très progressive. Donc, avant 4 mois, le rythme, on s'en fiche. Même en accompagnement, on fait même pas d'agenda de sommeil ou quoi que ce soit pour regarder les rythmes. Aucun intérêt. Et vraiment, entre 4 et 6 mois, on peut commencer à essayer d'observer un petit peu le rythme de son bébé pour essayer de s'en servir, pour nous faciliter un peu le quotidien et essayer de le coucher au meilleur moment où on sait qu'il y a le plus de chances pour que ça se passe bien. Ouais. Une autre chose importante aussi, la distinction jour-nuit, c'est quelque chose qui va se mettre en place aussi généralement entre 4 et 10 semaines. C'est assez variable d'un enfant à l'autre. Donc au début, un enfant, il fait pas la différence entre... c'est la nuit, il est 2h du matin, il faudra dormir, et on est en pleine journée, on peut s'activer. Ça, il n'en a absolument aucune conscience. Et encore une fois, c'est un processus physiologique normal. Si votre enfant est en bonne santé physique et psychologique, il n'y a pas de raison que ça se mette pas en place correctement. Et tout progressivement, souvent au cours du 2e mois, bébé va commencer à faire un peu plus de phases de dodo sur la nuit, donc entre 19h et 8h, que la journée, où là, il y aura un peu plus de temps d'éveil. D'accord. Du coup, en termes tu disais, se donner le droit de ralentir et se dire, voilà, on va vivre un petit peu sur le rythme de son bébé, ça, c'est aussi du coup, c'est de l'anticipation aussi du postpartum, comme Clairement. tu sais bien que j'aime bien ça, moi. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais justement de se dire, tiens, qu'est-ce qui serait bien pour toi à anticiper pour vraiment anticiper cette phase de sommeil, pas que pour l'anticipation générale du postpartum, mais pour essayer de un peu plus se caler sur bébé et d'être un peu plus serein là-dessus? Alors en fait, il faut vraiment pouvoir, et ça c'est pas évident, surtout si on est toute seule ou qu'on a des aînés. Oui, c'est sûr. Faut pouvoir en fait se mettre qu'avec son bébé, vraiment dans sa bulle, et se laisser guider par son bébé. Parce que lui, c'est un petit mammifère qui a rien demandé, et il sait très bien dire de quoi il a besoin. Ouais. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est important de rappeler que c'est pas du jour au lendemain où on peut reconnaître les pleurs de son bébé et être à l'aise. C'est une nouvelle personne qu'il faut apprendre à découvrir, donc ça demande aussi du temps. Donc ça c'est normal. Pour aider un petit peu le postpartum, ce que je recommande aux familles, c'est déjà, donc encore une fois, de s'informer en période prénatale et de préparer, surtout pour les premiers mois, mais pas que, à la fois donc une liste de naissance, mais pas une liste de naissance avec pour acheter une nouvelle poussette ou une super baignoire ou un tas d'habits ou je ne sais quoi. Ça on s'en fiche un peu. Plutôt une liste de naissance avec peut-être des aides ménagères. 1 à 2 heures de ménage par semaine, de la livraison de repas, vraiment des massages aussi, ça fait vraiment du bien d'avoir une personne qui est formée au massage postnatal qui peut venir à la maison, comme ça on reste encore une fois dans l'environnement de bébé et qui peut nous aider à prendre soin de nous, ça aussi c'est pas mal. Et puis en parler aussi à nos proches pour que eux soient aussi disposés à pouvoir de temps en temps, quand ils viennent voir bébé, on a bien compris qu'ils voulaient venir voir bébé souvent, donc pouvoir apporter un plat surgelé, nous faire un brin de course, peut-être prendre une ordonnance et passer à la pharmacie pour chercher des médicaments si on en a besoin pendant que nous on reste avec bébé, faire un brin de ménage aussi. Si on a par exemple notre maman, peut-être des gens peut-être un petit peu plus proches que nos amis, mais si vous avez votre maman, votre papa qui vient à la maison, est-ce que tu peux étendre le linge, est-ce que tu peux lancer une machine, passer un coup d'aspi, ça mange pas de pain, ça prend pas longtemps et ça soulage quand même franchement les parents. Donc voilà, ça il faut pas hésiter pour ça. Et puis dernière chose importante, c'est de pouvoir aussi en amont peut-être prendre contact avec certains professionnels, pédiatres, ostéopédiatriques, consultante en sommeil, conseillère en lactation, tout ça, et de pouvoir avoir une fiche
où tu te mets les numéros, les adresses mail, tout ça des professionnels, parce que si ça fait déjà plusieurs semaines que tu dors pas trop, que ça va pas fort, souvent réfléchir c'est clairement compliqué. C'est clair. Ouais. Donc souvent, il y a des moments, faire une simple recherche sur Google pour chercher un professionnel, ça leur demande trop d'efforts en fait. C'est trop compliqué, elles n'ont pas l'énergie pour ça. C'est trouver l'énergie et puis en plus ne pas prendre non plus la première personne qu'on trouve en disant bah voilà celle-là elle fera l'affaire. Du coup là on revient à ce qu'on a dit avant. Parce que souvent on tombe mal justement. C'est ça. On n'a pas forcément l'énergie et pas non plus forcément le cerveau à disposition pour se dire qu'on va faire les bons choix quoi. Ouais c'est clair. Puis souvent sur les réseaux, il y en a qui en jouent aussi. Hein. Souvent, c'est ceux d'ailleurs qui proposent des méthodes d'entraînement au sommeil où ils vont vous proposer des solutions en 3 jours, des solutions en 2 semaines, des nuits complètes en 10 jours, des choses comme ça. Donc quand on est fatigué, qu'on est vulnérable, évidemment, on saute sur l'occasion et on signe. Et souvent, on signe pour très cher pour se faire accompagner. Et souvent, on peut être un peu déçu. Donc, c'est un peu périlleux. Ça me conforte dans mes idées d'anticipation du postpartum en plus que tu dis, alors que là c'est un sujet d'autant plus important qui est le sommeil du bébé. C'est important parce que c'est important que notre enfant ait une bonne hygiène de sommeil et puis c'est important aussi parce que on entend tellement de choses que voilà, d'où l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Mais tu me confortes dans mon idée, dans l'épisode 10 du podcast, j'ai fait les 10 choses à anticiper du postpartum et je disais il faut sortir de la maternité avec une liste de professionnels de santé, mais c'est quelque chose qui se travaille en amont et en se disant voilà, un pédiatre qui correspond à peu près à mes valeurs, etc. Quelqu'un que toutes mes copines elles sont allées le voir, il a dit des choses qui sont correctes, ok, ce pédiatre là je le note, c'est pas forcément le pédiatre le plus proche, même si c'est pas forcément un pédiatre, ça peut être un médecin généraliste, il y en a qui sont très très bien, du coup consultante en lactation, consultante en sommeil, ostéopathe et tout, c'est vraiment, je trouve que c'est un truc super important. Et effectivement, comme tu le dis si bien, on est quitte de réfléchir au moment où on n'est pas apte en fait à réfléchir simplement. Et puis la liste de naissance, en fait, simplement demander des choses utiles. C'est de moins en moins tabou, je trouve, aujourd'hui, de dire, moi je veux... En plus, c'est maintenant, il y a un peu une espèce de mode qui se met en place avec, sans aucune... c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais en tout cas quand je parle de mode, mais avec des traiteurs postpartum qui se mettent en place dans des grosses villes. Maintenant on peut demander à avoir un traiteur postpartum. Alors moi j'habite au fin fond de la campagne, donc c'est sûr que mon traiteur ce sera ma voisine, tu vois, si tu veux, mais mais voilà, en tout cas pour les personnes qui habitent en ville, il faut savoir qu'on peut mettre ça dans notre liste de naissance. Il y a des traiteurs postpartum, on peut demander un devis, on peut demander quelque chose pour essayer de voir à peu près où on se situe en termes de tarifs, parce que j'admets aussi qu'on n'a pas tous les moyens, mais anticiper quelques repas, quelques listes de courses, avoir toujours quelque chose au congélateur pour se dire moi ce soir mon bébé il veut pas dormir, il veut absolument être dans mes bras, c'est pas grave, c'est normal, je vais l'accompagner, mais je suis pas apte à me nourrir correctement. Et en postpartum, pour son énergie, pour son bien-être, c'est aussi important de bien se nourrir. Voilà. Donc, comme quoi, tout est lié. Oui, clairement, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Ça me paraît déjà pas mal. Je pense que là... Oui, il y a beaucoup d'informations. On va vous laisser digérer tout ça. Merci Alexia, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Je pense que, encore une fois, tu vas déculpabiliser et rassurer plus d'un parent. C'était le but, c'était important pour moi que ce premier épisode de Parole de Pro ce soit avec toi déjà, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, et puis sur le sommeil du bébé, parce que je trouve vraiment que c'est un sujet qui moi personnellement en tant que maman m'a beaucoup touchée, on va dire, en tout cas qui a eu énormément de questions. Ça t'a impacté. Voilà, impacté, c'est ça, et je sais que voilà, c'est un des premiers, encore hier je faisais une recherche internet, quelles sont les recherches les plus faites par les futurs parents. Dans le top 10, il y a le sommeil des bébés. C'est même dans le top 5. Parce que, on se pose énormément de questions sur le sujet. Donc, merci d'avoir répondu à tout ça. Je tiens, du coup, à vous préciser, chères auditrices, que si vous êtes intéressés par le sommeil du bébé, etc., du coup, Alexia a un compte Instagram, Petite Framboise Périnatalité. Je vous mets le lien dans la description. Et puis, du coup, tu as aussi sorti un livre en auto-édition, Le sommeil de l'enfant de 0 à 6 ans. Tu peux nous dire vite fait où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, il est dispo sur Amazon.
Ou alors sinon directement faut me contacter sur Instagram, je peux faire des envois aussi en direct. Tu fais des envois en direct. Bah super. Bah en tout cas, je te remercie. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.